Nous voici au troisième épisode de notre mini-série qui va concerner donc les débats qui ont eu lieu à la fois au cours du processus de ratification du texte adopté par la Convention de Philadelphie, mais également les débats qui ont eu lieu au cours de cette convention même et qui donc, comme je l'ai dit, étaient confidentiels et n'ont pas fait l'objet de publication pendant les débats. Pour connaître le contenu des débats qui ont eu lieu, on peut s'appuyer sur deux documents très importants et très intéressants. D'une part, les Federalist Papers pour les fédéraux, les fédéralistes, et 24 essais publiés sous le nom de Sentinel pour les opposants au projet de 1787, les antifédéralistes, comme on les appelle. On rappellera d'abord les oppositions de forme qui ont eu lieu. D'une part, le fait que la Convention était allée bien au-delà de son mandat, puisqu'elle avait proposé en fait l'abrogation des articles de la Confédération et la création d'une constitution entièrement nouvelle, mais aussi le processus de ratification prévu par la Convention, puisqu'il était prévu que 3/4 des États étaient suffisants pour accepter, pour ratifier le texte, ce qui était contraire à la règle de l'unanimité acceptée jusqu'alors. Sur ce point, d'ailleurs, Madison, fédéraliste, qui a, comme on l'a dit, écrit quasiment la Constitution, Madison l'a bien reconnu. Et il a dit que le fond primait la forme. Mais ceci posé, il y avait des oppositions de fond. D'abord, la Constitution était supposée s'appliquer directement aux individus, c'est-à-dire qu'elle court-circuitait totalement l'existence des États. Et ceci s'appuyait en fait sur une conception qui n'allait pas du tout de soi. James Wilson, par exemple, posait l'existence d'un peuple américain dès 1776, antérieur donc à la création des États et notamment à la création des constitutions de chaque État, puisque chaque État devenu indépendant avait voté une constitution qui existait déjà. On sait que la constitution de Virginie, par exemple, ressemble beaucoup à la constitution des États-Unis. Virginie, dont Madison et Jefferson étaient originaires. Et ça allait très loin, puisque Wilson considérait même que la déclaration d'indépendance avait été faite vis-à-vis de l'Angleterre, mais ne concernait pas les États entre eux, qui donc étaient considérés comme un tout. Ceci était accentué par le fait que la Constitution était supposée être la loi suprême du pays. Dès lors, les lois des États n'étaient pas supposées avoir la moindre influence sur la gestion commune de la fédération. La question centrale devient donc celle de la souveraineté, parce que finalement, qui sera souverain dans un État fédéral? On a à la fois la souveraineté de l'État fédéral et la souveraineté de chaque État. Or, comment concilier ces deux souverainetés? On sait depuis Jean Bodin que la souveraineté ne peut être partagée. Dès lors, c'est, disent les antifédéralistes, la fédération qui aura la prééminence dans la plupart des cas. On sait d'ailleurs qu'il y a une compétence générale qui est attribuée au Congrès et aux lois fédérales pour assurer le bien-être, le welfare de la population. C'est affaire d'interprétation, mais ça permet une extension, pour ainsi dire, illimitée des pouvoirs du gouvernement central, qu'il s'exprime par le président des États-Unis ou par l'Assemblée. C'est bien une opposition de fond, parce que ce qui est dénoncé, c'est purement et simplement la création d'une nouvelle aristocratie, qui sera formée par le Congrès, principalement, et qui donc remplacera le pouvoir du souverain britannique par celui
d'une oligarchie. Et on sait que les fédéralistes qui parlent souvent du peuple américain, et en l'opposant plus ou moins au pouvoir des États, se comptent surtout parmi des gens aisés, parmi les marchands, parmi les propriétaires et d'une façon générale les créanciers vis-à-vis des débiteurs. Ce sont eux qui ont un intérêt direct à ce qu'existe un État qui puisse garantir notamment le paiement des dettes. On sait que Alexander Hamilton, qui sera le premier secrétaire d'État au Trésor, aura pour but et ambition de créer une dette nationale aux États-Unis pour soutenir l'activité. Pour les antifédéralistes, la démocratie ne peut reposer sur le fameux système de check and balance, du pouvoir qui arrête le pouvoir de façon pérenne. Ce qui permet à des républiques de se maintenir, c'est la vertu des citoyens. Et donc, l'existence d'une déclaration des droits, d'un Bill of Rights, où on reconnaisse un certain nombre de droits par écrit, liberté d'expression, liberté de religion, etc. Et les antifédéralistes obtiendront d'ailleurs cette déclaration des droits, malgré l'opposition de Hamilton et de Madison. Et c'est un point fondamental, parce qu'une bonne partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la Constitution américaine repose sur les 10 premiers amendements. Et on rappelle que le 10e amendement prévoit la limitation des pouvoirs du Congrès, des pouvoirs de la Fédération, aux stricts pouvoirs qui lui sont délégués expressément par la dite Constitution. Tout le reste étant supposé relever des États ou du peuple. La Constitution américaine a donc pu être décrite comme en fait un pacte constitutionnel fédératif. Et c'est très important parce que si c'est un pacte principalement entre États. Et un pacte, on peut s'en dégager à un moment donné. Et on verra que c'est ce qui se passera moins de 70 ans plus tard avec la guerre civile américaine. C'est un pacte constitutionnel fédératif, c'est-à-dire que c'est quand même une fédération. Et ça, c'est un puissant garde-fou à la tyrannie ou au despotisme d'une oligarchie que craignaient les antifédéralistes. Mais c'est quand même un régime assez particulier. Et pour un esprit cartésien, on peut dire que beaucoup de choses ont été laissées dans le vague. Mais ça a été volontaire. On n'a pas pu rentrer trop dans les détails, sinon on aurait eu des oppositions insurmontables. On a certes prévu l'existence d'une Cour suprême pour régler les différends qui ne pourraient manquer de survenir. Et d'ailleurs, ils sont survenus presque immédiatement après la ratification de la Constitution. Néanmoins, cette Cour suprême, il n'était pas du tout prévu qu'elle devienne l'arbitre ultime de toutes les discussions d'importance aux États-Unis. Même Madison ne le voulait pas. Et d'ailleurs, il sera un des premiers à s'opposer, quand il sera secrétaire d'État, à la Cour suprême. Et donc, pour conclure, on peut dire que, au cours de tous ces débats, la question de la souveraineté n'a pas vraiment été tranchée. On peut dire qu'il y a un souverain, effectivement unique, aux États-Unis. C'est le peuple. Mais que les modalités d'exercice de sa souveraineté sont partagées. C'est pas une clause de rhétorique que de dire ça. Ces modalités d'exercice sont partagées par la fédération d'un côté, entre la fédération d'un côté, et les États fédérés. Mais le gros problème, c'est que s'il y a un désaccord, au fond, il n'y a aucune procédure prévue pour remédier à ces oppositions. La Cour suprême ne saurait suffire. Aucun procédé réel n'est prévu dans la Constitution des États-Unis pour régler des questions de fond qui opposeraient les États à l'État fédéral.
La suite d'ailleurs le dira, et nous allons la voir dans la dernière vidéo.